Bonjour, bonjour à tous et à toutes, me voici en direct comme tous les mardis 13h. Alors de nouveau, si vous m'écoutez en direct, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce et puis si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un hashtag replay, ça me fait toujours plaisir. Voilà, et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, je pense, qui est universel, mais il se fait que voilà, dernièrement, dans mes consultations, j'en ai eu beaucoup. Je pense aussi que c'est peut-être, voilà, d'abord ça fait partie de la vie, je pense, de notre voilà, expérience d'être humain, mais aussi je pense que l'année 2025 a été une année qui a été particulièrement voilà, difficile, confrontante pour beaucoup d'entre nous. En numérologie, on parle d'une année de fin de cycle, et donc il y a beaucoup de choses qui se sont terminées. Que ce soit voilà, par exemple un job qu'on a perdu parce que tout à coup il n'y avait plus de budget ou parce que c'était plus juste. Et puis aussi j'ai vu beaucoup voilà, de relations amoureuses qui se sont finies à la fin voilà, 2025. Et donc j'ai eu quand même pas mal de femmes, d'hommes qui sont venus me voir parce qu'ils vivaient justement une rupture amoureuse, parce qu'il faut savoir que j'accompagne aussi les personnes qui sont confrontées voilà, à une rupture, à une séparation, à un divorce, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est évidemment quand on est confronté, je veux dire, à un chagrin d'amour, et quelque part, on est tous à un moment ou à un autre confrontés à ça, on en a tous vécu, eh bien c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement douloureux, extrêmement confrontant. Ça peut aussi être terriblement déroutant de se retrouver face à toutes ces émotions qui sont évidemment souvent des émotions qui peuvent être vraiment très souffrantes, très désagréables. Et c'est vrai qu'après un certain temps, et je le vois encore, c'est ce que me partageait voilà, une personne une jeune femme que j'accompagne, elle dit mais enfin bon, ça fait quand même maintenant quelques mois, je devrais aller mieux, et je devrais avancer, aller mieux, ça devrait aller quand même, c'est pas normal voilà, que je sois toujours aussi mal. Et clairement, elle a dit je devrais, mais en même temps, la douleur est toujours là. Et en fait, moi, voilà, ce que je voudrais peut-être un petit peu vous voilà, planter, la petite graine que je voudrais planter, c'est que le problème peut-être, c'est pas que justement je ressens trop, mais c'est que souvent on se bat contre ce qu'on ressent. Voyez. Et donc, et ça c'est vraiment c'est important vraiment de mettre le doigt là-dessus, parce qu'évidemment, ce sont des émotions qui ne sont pas faciles, qui sont confrontantes, et c'est sûr que c'est plus facile de ressentir de la joie, même du soulagement, c'est sûr que de ressentir de la tristesse, de la colère, voilà, un sentiment d'abandon, c'est évidemment très difficile. Et en fait, quelque part, moi, ce que j'aurais vraiment envie de vous dire, et c'est ce que j'ai dit notamment à cette jeune femme que j'accompagne, c'est qu'en fait, on ne va pas guérir plus vite parce qu'on repousse la douleur. En fait, on guérit plus vite quand on laisse cette douleur nous traverser. Et en fait, c'est vrai que souvent, les stratégies qu'on a, et une des stratégies, c'est que, évidemment, comme c'est très désagréable de ressentir ça, et je comprends bien, eh bien, c'est que les stratégies fréquentes, c'est souvent d'être dans la fuite, dans l'évitement, pour ne pas ressentir ça. Et donc, on va peut-être se suroccuper, on va tout le temps courir dans tous les sens, donc être tout le temps occupé. Ou on peut vite se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Tout de suite se dire, allez, il faut tout de suite que je retourne sur les sites de rencontres ou que je rencontre quelqu'un. Donc, très vite, on va vouloir passer à autre chose. On peut aussi parfois vouloir s'anesthésier. S'anesthésier, c'est-à-dire ne pas ressentir ça, mais on peut le faire comment? Par le travail, tout à coup se lancer dans le travail comme une dingue pour ne pas justement ressentir mais voilà, le fait que toute l'absence de l'autre, toute la souffrance que ça peut générer, le fait voilà, de cette rupture. Ça peut parfois être les écrans. J'ai des personnes qui disent, moi, du coup, je scrolle. Je suis tout le temps en train de scroller. Je suis tout le temps dans les écrans. Je passe, donc, quelque part, je me distrais, j'évite pour ne pas ressentir ces émotions qui sont voilà, difficiles. Ça peut être évidemment, je peux manger ma souffrance, et on se jette sur la nourriture, on peut avoir des comportements alimentaires qui sont parfois complètement désorganisés. Et puis parfois aussi, on peut boire son désespoir. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'anesthésier en buvant plus que de raison. Et évidemment, vous l'aurez bien compris, peut-être que ça peut nous soulager un certain temps, mais quelque part, évidemment, ça ne résout rien, parce qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on ne va pas supprimer, on a l'illusion qu'on va supprimer notre chagrin, mais en fait, simplement, il va être mis sur pause, il va être mis en attente, parce que inévitablement, on ne va pas pouvoir faire l'économie quelque part de traverser son deuil. Et donc, et ça,
et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, c'est clair que, par exemple, un outil qui peut être vraiment, qui peut beaucoup nous aider dans ces moments-là, eh bien, c'est justement travailler avec, j'ai envie de dire, l'autocompassion en pleine conscience. Ça, c'est vraiment, moi je le vois, à partir du moment où on peut pratiquer ça, ça va vraiment aider. Ça ne va pas, évidemment, ça ne va pas supprimer la souffrance, la douleur, mais en tout cas, ça ne va pas rajouter des souffrances inutiles. Et en tout cas, ça va nous permettre justement de laisser cette souffrance nous traverser plutôt que de s'y accrocher ou de l'éviter. Et donc, important pour les personnes, c'est que souvent quand on parle d'autocompassion, on dit mais c'est nouveau des trucs, voilà, on va se plaindre, s'apitoyer, rester coincé dans la douleur. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. En fait, pouvoir faire preuve d'autocompassion, c'est quoi? C'est pouvoir reconnaître que ce que je vis là, c'est difficile. Bien sûr que c'est, voilà, je veux dire, vivre un chagrin d'amour, une rupture, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une rupture, voilà, un job qui s'arrête, c'est quelque chose qui, évidemment, on va souffrir, surtout si on s'est fort identifié à cette relation, à qui on était dans cette relation ou à qui on était dans ce job. Évidemment que c'est un moment de grande souffrance. Et donc ça, c'est clair que voilà, ressentir des émotions difficiles à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Et donc c'est important de pouvoir le reconnaître, que dire waouh, là je souffre, waouh, là je suis terriblement triste, waouh, là c'est dur. C'est aussi accepter que évidemment ça fait partie de notre expérience, d'être humain. C'est-à-dire que tous, en fait, dans nos vies, on va tous être confrontés à des deuils. Le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'un travail, le deuil... ça fait partie de notre expérience d'être humain. C'est une expérience universelle. Et c'est vrai que souvent, quand on ressent ces émotions extrêmement difficiles, très souvent on a un sentiment de solitude et on a l'impression qu'on est le seul ou la seule à vivre ça. Et on se sent très séparé des autres. Et pouvoir reconnaître que c'est difficile et que ça fait partie d'une expérience commune, déjà on peut se sentir moins seul par rapport à ce qu'on vit. Et puis c'est aussi pouvoir justement, quand on vit ça, pouvoir se parler avec la même bienveillance que lorsqu'on parle à un ami, une amie qui vit la même chose. C'est-à-dire que quand on a un ami, une amie qui est confronté justement à une rupture amoureuse, eh bien on va lui parler avec plein d'endroits. Parce que c'est un moment où on souffre, et donc et souvent on se dit mais voilà, je serai on m'aimera jamais, je suis pas aimable de toute façon, je suis que on se dit des trucs vraiment pas gentils, je suis qu'une merde de toute façon, l'amour c'est pas pour moi. Enfin, on peut commencer à se raconter toute une série d'histoires, et c'est clair que si on en parle à un ami, une amie bienveillante, elle va nous dire mais attends, mais pas du tout, tu es formidable, évidemment que tu es digne d'amour. Enfin, elle va avoir toutes des paroles réconfortantes, et c'est vraiment à pouvoir avoir cette capacité de pouvoir se les donner, en fait. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est pouvoir accueillir les émotions difficiles sans les juger, c'est-à-dire de pouvoir, quelque part, sans les juger, et ni essayer de les faire disparaître, ou ne pas s'y noyer non plus. Parce que moi, ce que je vois, c'est que soit on est dans toutes ces, dans ce que j'expliquais, toutes ces stratégies d'évitement, et qui peuvent être la nourriture, la boisson, les réseaux sociaux, se jeter directement dans une nouvelle histoire amoureuse, ou alors on peut s'y noyer, et alors on peut se perdre dedans, et là on va se noyer dans le chagrin, et on va commencer à alimenter en disant mais voilà, de toute façon moi je suis pas aimable, de toute façon moi je serai toujours seule, de toute façon il n'y a jamais personne qui m'aimera, et de toute façon je serai toujours trahi. Et là en fait on alimente quelque chose en se racontant des histoires, et là on s'apitoie, et alors là quelque part on se victimise. Et donc c'est vraiment pouvoir faire la part des choses entre oui, ce que je vis est extrêmement difficile, est extrêmement douloureux, et en même temps, voilà, quelle est la réponse que je vais apporter à ça. Et c'est sûr que c'est vraiment de pas... parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va s'accrocher aussi à la souffrance. Vous voyez, donc, ici, l'idée, pour guérir, c'est pas d'effacer la relation. Elle a été là, elle a été importante pour nous, mais c'est vraiment de pouvoir, voilà, j'ai envie de dire, intégrer ça pour que ça ne dirige plus notre vie. Donc, c'est vraiment... donc, c'est important. Donc, c'est pas de pratiquer, de pouvoir prendre conscience de ces outils d'autocompassion en pleine conscience. C'est pas quelque chose, c'est pas magique, c'est pas une baguette magique qui va faire disparaître évidemment la douleur, mais en tout cas ça va nous aider, ça va venir mettre un baume sur quelque chose qui est déjà suffisamment douloureux. Donc c'est pas, c'est de tomber ni dans l'évitement, ni dans, j'ai envie de dire, l'apitoiement de soi et dans la victimisation. Vous voyez, c'est vraiment trouver, en fait, c'est juste
ce juste rapport avec les difficultés qui sont là parce qu'elles sont bien là. Et donc, c'est de pouvoir leur faire une juste place et de pouvoir l'accueillir et le reconnaître. Vous voyez? Et donc, c'est faire une juste place pour que ça ne prenne pas toute la place. Alors, c'est sûr que parfois, pour certaines personnes, ils disent, mais bon, c'est bien, moi, j'arrive pas à quelque part passer à autre chose, je reste accrochée à ma souffrance, à ma douleur. Et donc là, évidemment, il y a aussi tout le travail qu'on peut faire en thérapie. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je m'accroche à ça? Parfois, il peut y avoir des loyautés invisibles. Je pense typiquement à quelqu'un que j'ai accompagné où, quelque part, sa maman avait été très malheureuse en amour. Et c'est comme si, parce que je suis loyale, et c'est très inconscient ça, mais de dire, en fait, moi aussi, je ne peux pas me remettre de mon chagrin d'amour parce qu'en fait, quelque part, ma mère n'y arrive pas. Et donc, c'est une manière de rester loyale, par exemple, à des croyances familiales, qu'on va toujours souffrir en amour. Ça peut être de la culpabilité, se dire voilà, c'est de ma faute et donc du coup, je dois passer à autre chose parce que quelque part, je me blâme du fait que ça n'a pas, que la relation n'ait pas fonctionné. C'est aussi une manière de rester en lien. C'est-à-dire que si je m'accroche à ça, c'est-à-dire que je ne fais pas mon deuil, c'est-à-dire que je ne me permets pas, je ne m'autorise pas à pouvoir passer à autre chose à un moment de manière apaisée et me permettre de vivre d'autres choses, parce que c'est pas parce que j'ai une histoire qui saigne que c'est pour ça que je n'aurai plus jamais d'histoires d'amour qui sont épanouissantes ou que je ne peux pas être dans la joie, dans le partage avec d'autres. Et donc c'est une manière aussi de se dire mais alors du coup c'est comme si j'allais oublier. Et donc c'est comment, et ça c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup, c'est comment je peux aussi célébrer toutes les belles choses qu'il y a eu dans cette histoire. Et que c'est pas parce qu'à un moment je me donne la permission de passer à autre chose que pour autant c'est oublié. Mais non, cette histoire, si elle a été belle, c'est quelque chose qui va rester toujours présent dans mon cœur et qui fera partie de moi et qui fait partie de mon histoire. Et donc ça, ce qui est aussi ce que je vois beaucoup, c'est que certaines personnes ont mis toute leur sécurité dans leur partenaire. Et ça, évidemment, vous pensez bien que quand l'histoire, quand cette histoire d'amour se termine, ça peut mettre dans un grand état de fragilité, d'insécurité, parce qu'en fait, quelque part, eh bien, la personne avait mis toute sa sécurité, c'est-à-dire que l'autre était ma sécurité. C'était un peu mon double. Et donc, à un moment, c'est tout ce qu'on va travailler, évidemment, c'est comment retrouver une sécurité intérieure de manière à pouvoir rentrer en relation, notamment dans mes prochaines relations, de manière beaucoup plus autonome, et de manière à ce que l'autre ne soit pas que si l'autre, à un moment, alors ça peut être avec même son travail, on peut complètement s'identifier à son travail, donc ça veut dire que le jour où ce travail n'est plus là, mais en fait, qui suis-je? Quelle est mon identité? Et donc ça, c'est vraiment important donc, de vraiment retravailler cette sécurité intérieure, et pour se dire qu'en fait, quel que soit que j'ai un travail, pas de travail, que je sois en relation amoureuse ou pas, bien sûr que j'ai ma valeur, et que ma valeur ne va pas dépendre du fait que je sois en lien, que il y a mon individualité. Et donc aussi, donc, tout ça évidemment rentre en ligne de compte, et c'est toutes des choses évidemment qu'on va pouvoir travailler. Donc vous voyez bien que c'est pas un manque de volonté, c'est souvent parce que voilà, il n'y a pas, c'est retrouver un espace de sécurité en soi qui va nous permettre bien de pouvoir traverser cette épreuve de vie, parce que bien sûr c'est une épreuve de vie, et c'est quelque chose, on sait bien que nos chagrins d'amour, et on est tous amenés, ça fait partie de notre expérience d'être humain. À partir du moment où on ouvre son cœur, on prend, oui, c'est clair que toutes les histoires d'amour ne sont pas éternelles et qu'il y en a qui se terminent. Et c'est comment justement on va pouvoir se reconstruire, rebondir après une séparation. Et c'est vraiment ça aussi que je vais faire évidemment dans mes accompagnements, parce que j'ai un accompagnement qui est spécifiquement dédié aux personnes qui vivent justement une séparation. Et donc ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir accueillir des émotions sans justement, soit de les accueillir, surtout pas de se dire non, ça je ne veux pas ressentir. Donc comment les accueillir sans s'y enfermer, sans se perdre dedans? C'est de pouvoir évidemment retravailler toute son estime de soi, parce que c'est sûr que ça vient évidemment nous chercher dans notre valeur, l'estime de soi, le fait que l'on soit aimable. Donc c'est comment reconstruire son estime de soi indépendamment du lien à l'autre. C'est pouvoir retrouver justement ce sentiment de sécurité, retrouver de la joie et de pouvoir à un moment, de nouveau, justement, pouvoir s'ouvrir à l'amour plutôt que de fermer son cœur, ou que chaque fois qu'on ouvre son cœur, on se perd. Donc c'est comment aimer, comment ouvrir son cœur sans le perdre.
voyez, donc ça, important, ne restez pas seul. Hein, je pense qu'il y a déjà toute une série de ressources qu'on peut trouver en soi. Et puis aussi, bien sûr, il y a toutes les ressources, j'ai envie de dire, extérieures. Et notamment, n'oubliez pas aussi vos amitiés. C'est important dans des moments où on vit des choses qui sont extrêmement difficiles, de pouvoir de compter aussi sur, j'ai envie de dire, tout notre entourage, parce que notre entourage est important aussi. Voilà. Donc, dites-vous bien, hein, c'est pas, on ne guérit pas parce qu'on oublie, non. Voilà, on guérit parce qu'on apprend à se prendre par la main, quelque part à travers, pour pouvoir traverser ce qui fait mal. Alors, moi ce que j'aurais envie de vous dire, voilà, peut-être si vous avez été vous-même confronté à une rupture, peut-être pouvoir partager, parce que c'est toujours tellement aidant, puisque c'est une expérience quand même qui est universelle, peut-être ce qui vous a aidé, si voilà, vous êtes en plein dedans, si, vous, voilà, si c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre vie, qu'est-ce qui vous a aidé à pouvoir faire face justement à une rupture amoureuse, hein, ou peut-être au contraire, qu'est-ce qui reste encore difficile pour vous, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein de, je veux dire, voilà, moi je sais qu'en tout cas pour moi, c'est clair que la pratique de l'autocompassion en pleine conscience est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je sais que pour certaines, je sais aussi que moi ce qui m'aide énormément, c'est de me reconnecter à ce que j'aime. Et donc vous savez que la nature, c'est quelque chose qui m'aide énormément, donc moi me mettre en mouvement, aller marcher, plutôt que de pleurer dans mon lit toute seule. C'est des choses qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai moi aussi été confrontée, évidemment comme voilà, toute personne à une rupture. Pour beaucoup de personnes aussi, le journaling est quelque chose qui peut être intéressant. C'était écrire, hein, pouvoir voilà, nommer les émotions, ce que je traverse. Souvent, c'est intéressant de voir qu'en fait, on a parfois l'impression que, moi j'ai toujours, c'est pas linéaire, ce travail de vivre son deuil, c'est qu'il y a des moments où ça va mieux, puis on retombe et puis on remonte. Et donc, intéressant de voir aussi le chemin que l'on parcourt, parce que c'est un processus. Et donc, c'est vraiment avoir beaucoup aussi, j'ai envie de dire, ayez beaucoup de gentillesse pour vous, pour pouvoir vous encourager. Hein, et comme je disais, de ne pas tomber souvent dans ces deux stratégies qui sont soit je m'enfonce là-dedans et je me rajoute une couche à ce qui est déjà suffisamment difficile, ou alors je suis dans l'évitement, mais on sait bien que tôt ou tard, ça revient. Voilà, je vous laisse avec ça. Je serais ravie de pouvoir lire, je comment partager peut-être ce qui vous aide dans ces moments voilà, de rupture, de chagrin. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à pouvoir traverser cette épreuve. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si vous m'écoutez en replay. À la semaine prochaine et bel après-midi.